L'un d'eux a sauté dans une cascade rugissante sous les yeux de dizaines de témoins. Un autre, un scout de 13 ans, a été emporté par le courant rapide de la rivière. Le troisième était parti sur un sentier forestier à la recherche d'un butin illégal et n'est tout simplement pas revenu. Ces personnes n'avaient rien en commun, si ce n'est qu'elles ont toutes disparu sans laisser de traces dans le parc national de Yellowstone. Un endroit qui ne se contente pas de prendre des vies, mais qui efface les gens de la réalité, ne laissant derrière lui que des énigmes insolubles, des erreurs d'enquête et des détails effrayants et inexplicables. La cascade inférieure du parc de Yellowstone, c'est 94 mètres d'eau rugissante qui tombe dans le vide. Le 16 juin 2009, Nicholas Jeffrey Mostert s'est approché du bord de la plateforme d'observation et a sauté dans ce torrent. Des dizaines de personnes l'ont vu, mais ce qui s'est passé ensuite et la disparition totale de son corps ont transformé ce suicide en quelque chose de plus grave, ne laissant derrière eux que des questions et des détails étranges et inexplicables. Le Grand Canyon de Yellowstone est l'un des sites les plus impressionnants d'Amérique du Nord. La rivière Yellowstone a creusé dans la roche volcanique un canyon profond de 370 mètres. Ses parois jaunes, roses et oranges créent un paysage irréel. Ce canyon abrite deux grandes chutes d'eau, dont la plus célèbre est appelée la Lower Falls. Elle culmine à 94 mètres, soit près de 2 fois la hauteur des chutes du Niagara. Des plateformes d'observation construites au bord du canyon permettent aux litho-touristes de s'approcher très près de ce phénomène naturel. L'une d'elles, appelée Lower Falls Edge, se trouve juste à l'endroit où la rivière se jette dans le vide. En juin, la rivière Yellowstone est à son apogée. La fonte des neiges dans les montagnes la remplit d'eau glacée. Le 16 juin 2009, le débit d'eau passant par la cascade était d'environ 170 mètres cubes par seconde. C'est une énorme masse d'eau qui se déplace à une vitesse incroyable. Le bruit de la cascade est assourdissant et l'air est rempli de poussière d'eau qui se dépose sur tout, rendant les pierres et les balustrades glissantes. Se trouver sur la plateforme d'observation, à ce moment-là, c'est sentir la vibration de la terre et la force primitive de la nature. Cet endroit attire et effraie à la fois. C'est précisément ce jour-là, le 16 juin, que Nicholas Jeffrey Mostert, 26 ans, originaire de Moorhead, dans le Minnesota, est arrivé dans le parc. On sait peu de choses sur sa vie avant ce jour-là. Il n'était pas recherché et n'avait pas d'ennemis apparents. Il est arrivé seul à Yellowstone. Vers midi, il se trouvait sur la plateforme d'observation près du bord de la Lower Falls. Il y avait beaucoup de touristes. Les gens prenaient des photos, filmaient et admiraient de la vue. Selon des témoins, Nicholas se comportait calmement. Il n'attirait pas l'attention. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Il a enjambé la barrière, a fait un pas et a sauté dans la rivière, juste avant l'endroit où elle se jette dans le vide. Tout s'est passé en quelques secondes. Les gens ont crié. Certains ont appelé les secours du parc. Nicholas a été emporté par le courant, qui était si fort que son corps a filé comme une brindille et a disparu en un instant dans le torrent rugissant qui tombait de 94 mètres de haut. Plusieurs témoins ont ensuite rapporté un détail étrange aux enquêteurs. Au moment précédant le saut, malgré le rugissement assourdissant de la cascade, ils ont cru entendre autre chose. Ce n'était ni un cri, ni un mot. Certains l'ont décrit comme un son aigu et subtil, semblable à une note de musique qui avait traversé le grondement de l'eau. D'autres ont dit que cela ressemblait à un murmure. Tous ont reconnu qu'il s'agissait probablement d'une hallucination auditive causée par le bruit et le choc.
mais le fait que plusieurs personnes différentes aient mentionné cela a été consigné dans les rapports comme une étrange coïncidence. Les gardes forestiers ont réagi immédiatement. Une opération de recherche et de sauvetage a été lancée dans l'heure qui a suivi. Mais tout le monde savait qu'il n'y avait aucune chance de retrouver Nicolas vivant. Une chute d'une telle hauteur dans le bouillonnement de l'eau au pied de la cascade ne laisse aucune chance de survie. L'objectif des recherches était de retrouver le corps. Descendre dans le canyon à cet endroit est une tâche extrêmement difficile et dangereuse. Les parois du canyon sont presque verticales et très fragiles. Les sauveteurs ont dû utiliser du matériel d'alpinisme pour descendre 300 mètres. Au pied de la cascade, l'eau bouillait littéralement sous la force de l'impact. L'air est tellement saturé d'humidité que la visibilité est presque nulle. Il était extrêmement difficile de travailler dans ces conditions. Les sauveteurs ont commencé à ratisser la rivière en aval de la cascade. À environ 400 mètres du pied de la cascade, ils ont remarqué un petit tourbillon, un remous, où le courant n'était pas aussi fort. C'est là qu'ils ont fait leur première et dernière découverte. Sur un rocher, au bord de l'eau, se trouvaient les vêtements de Nicolas Mostert. Il s'agissait de sa veste et de sa chemise. Mais la façon dont elles étaient disposées a laissé les sauveteurs perplexes. Les vêtements étaient soigneusement pliés. Le courant, suffisamment fort pour briser des rondins, n'aurait pas pu les plier ainsi. On aurait dit que quelqu'un les avait sortis de l'eau et posés sur la pierre. Les Rangers ont inspecté minutieusement les lieux, mais n'ont trouvé aucune trace, ni humaine, ni animale. Ce fait était resté inexpliqué. Les recherches se poursuivirent pendant plusieurs jours. Des sauveteurs en bateau et des groupes à pied parcoururent des dizaines de kilomètres en aval. Ils inspectèrent chaque embâcle, chaque îlot, chaque courbe de la rive. Ils utilisèrent des jumelles et des télescopes pour scruter la rive opposée du canyon. Mais ils ne trouvèrent rien. Aucun autre effet personnel, aucune trace. Le corps de Nicolas Mostert avait tout simplement disparu. Au cours de l'enquête, les autorités du parc ont officiellement déclaré qu'elles considéraient cet incident comme un acte délibéré, un suicide. Des témoins avaient clairement vu qu'il avait sauté. Rien n'indiquait que quelqu'un l'avait poussé ou qu'il s'agissait d'un accident. Mais l'absence totale du corps a soulevé de nombreuses questions. La rivière Yellowstone emporte souvent des vies humaines, mais dans la plupart des cas, les corps finissent par être retrouvés, parfois après des semaines ou des mois, accrochés à des branches ou rejetés sur la rive loin en aval. Le corps de Nicolas n'est jamais réapparu. Cela a donné lieu à diverses théories. Certains pensaient que son corps avait pu être entraîné dans une grotte sous-marine ou une crevasse au pied de la cascade, d'où il serait impossible de le récupérer. D'autres, plus enclins au mysticisme, se souvenaient d'anciennes légendes sur le canyon. Pour les Amérindiens, Yellowstone a toujours été un lieu de pouvoir, où le monde des esprits est proche de celui des hommes. Ils se souvenaient d'histoires selon lesquelles l'eau pouvait emporter non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Des détails étranges, comme le bruit inhabituel entendu par les témoins et les vêtements soigneusement pliés, ne faisaient qu'ajouter au mystère de cette affaire. La version officielle est restée simple et logique. Mais pour ceux qui connaissent les détails, l'histoire de Nicolas Mostert n'est pas simplement le récit d'un suicide. C'est l'histoire d'un homme qui a mis les pieds dans l'un des endroits les plus puissants de la planète et qui s'y est complètement dissous. Nicolas Jeffrey Mostert a été déclaré mort. Son corps n'a jamais été retrouvé. La cascade continue de rugir et chaque jour, des milliers de touristes contemplent sa puissance depuis le même belvédère, sans savoir que c'est ici même qu'un homme a fait un pas vers l'éternité et a disparu sans laisser de traces.
Le 24 juin 2005, le scout Luke Adam Sandberg a disparu dans la rivière Yellowstone. Il a été emporté par le courant sous les yeux de toute son équipe. Il n'a jamais été retrouvé, mais l'histoire de ses recherches est pleine de détails étranges, et sa disparition n'est qu'un événement tragique parmi tant d'autres qui se sont produits dans le parc cet été-là. Tout a commencé à 10 km au nord de la ville de Gardiner, dans le Montana. Une troupe de scouts, dont faisait partie Luke Sandberg, âgé de 13 ans, avait établi son campement sur les rives de la rivière Yellowstone. Le 24 juin, les garçons aidaient à pousser des rondins dans l'eau. À cet endroit, la rivière était rapide et en crue. À un moment donné, Luke a perdu l'équilibre et est tombé à l'eau. Le courant puissant l'a immédiatement emporté et entraîné vers les rapides. Tout s'est passé si vite que personne n'a eu le temps de lui venir en aide. L'alerte a immédiatement été donnée. Une opération de recherche à grande échelle a été lancée. Des sauveteurs, des bénévoles et d'autres scouts ont ratissé les berges de la rivière. Mais dès le début, les recherches y ont été marquées par des événements étranges. Plus tard, plusieurs sauveteurs expérimentés ont admis dans des conversations informelles qu'ils n'avaient jamais rien ressenti de tel dans cette région. Ils ont parlé d'un sentiment soudain, d'angoisse et de désorientation qui les avait envahis lorsqu'ils s'étaient approchés du lieu où Luke était tombé. Certains ont affirmé avoir vu dans les eaux troubles et bouillonnantes des ombres sombres et allongées qui se déplaçaient à contre-courant. Ils ont attribué cela à la fatigue et au jeu de lumière, mais le sentiment que quelque chose n'allait pas ne les quittait pas. L'espoir de retrouver Luke vivant s'amenuisait d'heure en heure. La famille du garçon est arrivée au parc et a dû faire face à une terrible réalité. Il n'y avait pratiquement aucune chance de survie dans ces eaux glacées et rapides. Peu après, les sauveteurs ont fait leur seule découverte. À 9 km en aval de l'endroit où Luke était tombé, ils ont repêché 2 baskets. La famille les a reconnues. C'étaient les chaussures de Luke. Aucun autre objet lui appartenant ni aucune trace de vêtements n'ont été retrouvés. Cette découverte a définitivement convaincu la famille qu'une tragédie s'était produite. Mais la disparition de Luke Sandberg n'était pas le seul malheur qui s'était abattu sur Yellowstone à cette époque. Les ressources du parc étaient à bout. Au même moment, Joseph Miller, un employé du parc âgé de 59 ans et originaire de Seattle, avait disparu. Il était parti faire du canoë sur le lac Lewis et n'était tout simplement pas revenu. Son bateau a été retrouvé, mais pas Miller lui-même. Presque au même moment, un autre incident s'est produit. La voiture de Candice May Kelly, 19 ans, originaire de Belgrade, dans le Montana, a quitté la route et s'est écrasée dans une rivière. Son corps a été recherché par les mêmes équipes que celles chargées de retrouver Luke. Les équipes de recherche ont dû travailler 24 heures sur 24, se partageant entre plusieurs tragédies. Elles ont utilisé des sonars et des caméras sous-marines, mais l'immensité du territoire et le courant puissant des rivières ont rendu les recherches extrêmement difficiles. Des rumeurs ont commencé à circuler dans le parc et les villes environnantes. On disait que cet été était sombre pour Yellowstone. Les anciens se souvenaient des anciennes légendes des tribus indigènes sur les esprits de la rivière qui, tous les quelques décennies, emportaient ceux qui lui manquaient de respect. Bien sûr, ce n'était que des superstitions, mais la série de morts et de disparitions mettait même les sceptiques mal à l'aise. Les ombres étranges dans l'eau, dont les sauveteurs parlaient à voix basse, et le sentiment général d'oppression qui régnait dans l'air ne faisaient qu'alimenter ces conversations. Luke Adam Sandberg n'a jamais été retrouvé. Il est officiellement considéré comme noyé. Sa disparition est devenue un accident tragique, l'un des nombreux accidents qui ont marqué l'histoire du parc national. Mais pour ceux qui étaient là, cette histoire
restera à jamais associé à un sentiment inexplicable d'angoisse et à une série d'événements sinistres qui ont transformé Yellowstone en un lieu de tragédie. Le 6 avril 1991, Daniel Lynn Campbell est entré dans la forêt et n'en est jamais ressorti. Il était parti récupérer des bois de serre qu'il avait illégalement prélevés et retrouver sa petite amie, mais il a tout simplement disparu. Les autorités ont supposé qu'il avait été tué ou qu'il avait mis en scène sa propre mort. Des années de plus tard, ses frères ont poursuivi le shérif en justice, affirmant que le corps de Daniel n'avait jamais été retrouvé en raison d'erreurs commises lors de l'enquête. Cette histoire a commencé dans le comté de Sweetgrass, dans le Montana, où vivait Daniel Campbell. Le 6 avril 1991, sa petite amie l'a conduit à l'entrée du sentier Hell Roaring Creek, dans le parc national de Yellowstone. Daniel avait un plan précis. Il devait suivre le sentier jusqu'à la ville de Jardine, dans le Montana. Le but de son voyage était une cachette où il avait dissimulé des bois de wapiti qu'il avait récoltés illégalement. Il devait ensuite retrouver sa petite amie. Mais il n'est-il jamais arrivé à Jardine. Lorsque Daniel ne s'est pas présenté à l'heure convenue, sa petite amie s'est inquiétée et a alerté les autorités. Une recherche a été lancée immédiatement après sa disparition. Les sauveteurs et les bénévoles ont ratissé la zone où Campbell était censé passer. Ils n'ont trouvé aucune trace, ni de lui, ni de son équipement, ni aucun indice qui aurait pu éclairer sa situation. Les recherches initiales n'ont absolument rien donné. Dès le début, les autorités avaient deux hypothèses principales. La première était le meurtre. Daniel se livrait à la collecte illégale de cornes, une activité lucrative mais dangereuse. Les conflits liés à la chasse ou au territoire n'étaient pas rares. Il était possible qu'il ait croisé quelqu'un dans la forêt et que cela ait eu des conséquences fatales. La deuxième hypothèse était que Campbell avait mis en scène sa propre mort. Il avait des problèmes financiers et sa disparition pouvait lui sembler un moyen facile de se sortir d'une situation difficile. Cependant, la version de la fuite pour des raisons financières a suscité la controverse. Les autorités ont réfuté les allégations selon lesquelles il se serait enfui à cause de dettes. Il s'est avéré que Daniel attendait de recevoir de l'argent dans le cadre d'un accord à l'amiable devant le tribunal. Ce paiement devait résoudre ses difficultés financières. La version selon laquelle il aurait mis en scène sa propre disparition semblait donc moins plausible. L'enquête s'orientait de plus en plus vers un crime violent. Les soupçons se portèrent sur ses liens avec le monde des chasseurs illégaux de cornes. Les années passaient, mais l'affaire n'avançait pas. Daniel Campbell était toujours porté disparu. Sa famille, en particulier ses frères, n'ont cessé de chercher à découvrir la vérité. Ils étaient convaincus que la police n'avait pas fait tout ce qu'elle pouvait. En 2000, 9 ans après sa disparition, les frères Campbell ont décidé de passer à l'action. Ils ont intenté un procès contre le shérif du comté de Park. Dans leur plainte, ils accusaient le bureau du shérif de négligence dans l'enquête. Les frères réclamaient une indemnisation de $100 000 pour chacun des frères survivants. Le montant de la plainte comprenait une compensation pour les difficultés subies, des pénalités et les frais de justice. Le principal argument des frères était que si l'enquête avait été menée correctement dès le début, les restes de Daniel auraient été retrouvés. Ils ont souligné des erreurs spécifiques commises par les enquêteurs. L'une des erreurs les plus graves, selon eux, était la restitution du matériel de randonnée confisqué. Ce matériel avait été saisi auprès de chasseurs de cornes locaux peu après la disparition de Daniel. Au lieu de le soumettre à une expertise médico-légale approfondie, le shérif l'avait rendu prématurément à ses propriétaires. Les frères pensaient que cet équipement pouvait contenir des traces de sang
des cheveux ou d'autres indices qui auraient pu révéler ce qui était arrivé à Daniel. Ce fait a soulevé de nombreuses questions. Pourquoi cet équipement, qui pouvait constituer un indice crucial, n'a-t-il pas été examiné? S'agissait-il d'une simple négligence ou de quelque chose de plus grave? Les frères étaient mis et convaincus que cette décision des enquêteurs leur avait fait perdre tout espoir de retrouver Daniel, ou au moins de savoir ce qui lui était arrivé. Le procès a attiré l'attention sur les anciennes erreurs et a relancé le débat sur la disparition de Campbell. L'issue du procès contre le shérif n'a pas été rendue publique, mais cette action en justice a montré la profonde méfiance de la famille à l'égard de l'enquête officielle. Daniel Lynn Campbell est toujours porté disparu. Son corps n'a jamais été retrouvé. Ce qui s'est réellement passé sur ce sentier en avril 1991 reste un mystère. A-t-il été tué à la suite d'une dispute au sujet de cornes, ou sa disparition est-elle liée à autre chose? Nul ne le sait. De telles histoires n'ont pas toujours de réponse, et de nombreuses questions restent sans réponse. Si vous avez vos propres théories ou des informations supplémentaires sur ces affaires, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Nous serions ravis de les lire. Pour ne pas manquer les nouveaux épisodes sur les disparitions étranges et les affaires non résolues, abonnez-vous à notre chaîne et aimez-la. Cela nous aide à trouver et à raconter davantage d'histoires similaires. Parfois, des gens disparaissent comme s'ils n'avaient jamais existé. Au cœur de Yellowstone, entre sources chaudes, rivières glacées et sentiers isolés, il se passe des choses qui défient toute logique. Des poètes se dissolvent dans l'eau bouillante, des touristes expérimentés abandonnent leurs armes sur la rive et s'engagent sans raison dans un torrent glacé, et des jeunes tombent dans les rivières et disparaissent sans laisser de traces. Dans ce numéro, nous avons rassemblé 4 histoires vraies dans lesquelles la nature, ou quelque chose au-delà, semble en savoir plus que nous. Au cours de l'été 2022, Yellowstone a de nouveau été le théâtre de l'une des histoires les plus sombres et les plus inexplicables de son histoire moderne. Le 16 août, dans la zone géothermique d'Abyss Pool, à West Terrace Basin, un fragment humain a été découvert. Un pied dans une chaussure, flottant à la surface d'une eau trouble et surchauffée. Un garde forestier qui effectuait une inspection de routine dans la zone a remarqué un objet inhabituel parmi les nuages de vapeur. Ce fut le début d'une enquête étrange et encore inexpliquée. Quelques jours plus tard, grâce à une analyse ADN, il a été établi que les restes appartenaient à Il Hunro, un homme de 70 ans originaire de Los Angeles, en Californie. Son nom n'apparaissait nulle part dans les listes des personnes disparues dans le comté, et seule une vérification dans la base de données d'immatriculation des véhicules a permis aux enquêteurs de retrouver une voiture garée dans une zone isolée, une Kia Niro grise. Elle était garée près d'une sortie de service où les touristes ne s'aventurent généralement pas. Il n'y avait ni tente ni trace d'activité récente à proximité. La voiture était verrouillée, mais les clés se trouvaient sous le tapis. À l'intérieur, des affaires soigneusement rangées, de l'eau, de la nourriture, un ordinateur portable, un portefeuille contenant $400 en espèces et un mince cahier rempli de vers poétiques qui, comme l'a découvert plus tard la famille, avait été écrit par Roe lui-même. Les notes étaient en anglais et en coréen, et, selon les experts, certains poèmes avaient un caractère inquiétant, contemplatif et d'adieu. Il s'est avéré par la suite que Roe
était arrivé à Yellowstone le 30 juillet. Il avait un laissez-passer d'1 semaine, mais aucune trace d'enregistrement officiel dans un hôtel ou un camping n'a été trouvée. Il a été vu pour la dernière fois par des caméras de surveillance à l'entrée de West Yellowstone tôt le matin du 31 juillet. À partir de ce moment, aucune transaction, aucun appel, aucune activité numérique n'ont été enregistrées. Le corps n'a pas été retrouvé. À part une empreinte de basket-ball, des fragments de graisse brûlée qui ont refait surface plus tard, aucune autre partie du corps n'a pu être retrouvée, même si l'Abyss Pool est un site géothermique où la température et la composition de l'eau sont régulièrement mesurées. La température de l'eau dans l'Abyss Pool varie entre 60 et 75 degrés Celsius. Cela suffit pour détruire les tissus mous du corps au fil du temps, mais comme le soulignent les géologues, la disparition complète des os en si peu de temps reste extrêmement improbable. Le docteur Manny Lewis, spécialiste des phénomènes géothermiques, a exprimé son étonnement. Même si le corps ait été resté dans la source pendant plusieurs heures, il aurait dû rester au moins des fragments. Des os, des cheveux, des dents. Mais ici, il n'y a rien. On a l'impression que la personne a tout simplement disparu. Dissoute, comme de la vapeur. Et ce n'est que le début d'une liste de bizarreries. Bien que l'incident se soit produit pendant l'un des mois les plus touristiques de l'année, aucun témoin n'a signalé de cris, de remous ou de signes d'incident près de la source, et ce, alors que le bassin est situé dans un endroit ouvert et généralement entouré de visiteurs. L'état de la voiture de Roe s'est avéré tout aussi étrange. La voiture a été retrouvée à plus de 2 km de l'Abyss Pool, dans une zone isolée où aucun sentier touristique ne mène. Une végétation dense, un relief accidenté, tout cela rend le trajet extrêmement difficile, surtout pour une personne âgée sans équipement spécial. Comment est-il arrivé là et pourquoi a-t-il garé sa voiture si loin des itinéraires officiels? De plus, l'intérieur de la voiture était en parfait état. Aucune trace de précipitation, aucun objet éparpillé, aucun désordre, contrairement à ce que l'on observe généralement dans les cas de disparition. Même le bouchon de la bouteille d'eau était soigneusement revissé. Il semblait qu'il n'avait pas l'intention de partir, du moins pas pour toujours. Enfin, les conditions météorologiques de la nuit précédant sa mort présumée n'ont fait qu'ajouter à l'inquiétude. 2 gardes forestiers travaillant dans la région de West Thumb Geyser Basin ont signalé un brouillard épais et anormal qui formait littéralement un mur au-dessus du sol. Cette nuit-là, le silence était inhabituel, à tel point que, selon l'un des gardes forestiers, même les oiseaux s'étaient têtus. Il a ajouté « Nous nous sommes sentis mal à l'aise. Nous n'y sommes pas allés. » Le détail le plus inquiétant est la dernière note dans le carnet de poèmes de Roe. La dernière page avait été déchirée et considérée comme perdue pendant longtemps. Elle a été retrouvée par hasard quelques jours plus tard, carbonisée, à moitié enfouie dans le sable, à environ 400 mètres de la source chaude. Elle ne contenait qu'une seule phrase « Je suis venu chercher le silence, mais ici, quelque chose est plus fort que mes pensées. » Ce que Roe voulait dire exactement est resté un mystère. L'enquête a officiellement conclu à un accident tragique. Chute dans une source thermale, corps détruit par la température et l'acidité. Cependant, cette conclusion ne satisfait pas de nombreux experts, ni la famille du défunt. Certains chercheurs indépendants pensent que Roe aurait pu être victime d'un trouble mental rare, connu sous le nom de syndrome du touriste, qui pousse une personne à ressentir un besoin irrésistible de se fondre dans la nature. D'autres soulignent une coïncidence inhabituelle. Au cours des 25 dernières années, c'est déjà le 3e cas de décès dans les bassins de West Terrace, et à chaque fois, en l'absence totale de témoins. Les employés de Yellowstone
appellent à la prudence et soulignent que les zones géothermiques ne sont pas seulement des merveilles naturelles, mais aussi des zones à haut risque. Cependant, des questions subsistent. Qu'est-ce qui a poussé un poète septuagénaire de Los Angeles à se rendre seul dans l'une des zones les plus dangereuses du parc? Que s'est-il passé entre 6h15 et 8h le 31 juillet, lorsque Roe a été vu pour la dernière fois par les caméras avant de disparaître? Cette affaire n'a jamais été élucidée. Aucun reste n'a été retrouvé. Aucun mobile n'a été établi. La chaîne logique a été brisée. Il ne reste de Roe que ses chaussures, quelques photos, des poèmes et une source chaude et bouillonnante. À l'aube du 16 juin 2018, dans la petite ville de Reeve Point, dans l'État du Montana, Brandon Fitch, âgé de 20 ans, a disparu dans des circonstances étranges et non élucidées. Il a été vu pour la dernière fois sur le pont qui enjambe la rivière Yellowstone, un lieu de rencontre populaire mais non officiel pour les jeunes de la région. Selon ses amis, tout s'est passé en quelques secondes. Brandon aurait trébuché, perdu l'équilibre et serait tombé à l'eau. Le courant était particulièrement fort ces jours-là en raison des pluies abondantes et en quelques secondes, le jeune homme a disparu sous l'eau. L'un des témoins a immédiatement composé le 911 et une demi-heure plus tard, les services de secours sont arrivés sur place. Des patrouilles nautiques, des bateaux équipés de sonars, des drones, des bénévoles et des chiens ont été mobilisés. Mais malgré la rapidité de l'intervention et le travail coordonné, aucune trace de Brandon n'a été trouvée. Ni vêtements, ni corps, ni indices sur la rive. Même son téléphone, sa montre et sa boucle métallique, qui auraient pas dû flotter ou s'accrocher aux branches, avaient également disparu sans laisser de traces. Le courant était vraiment dangereux ce jour-là. Les crues de printanière avaient fait monter le niveau de l'eau de près d'1 mètre au-dessus de la normale, et le courant s'échappait littéralement des berges, emportant avec lui des rondins, des débris et des pierres. La version officielle était la suivante: accident, noyade, corps emporté par le courant. Mais plus l'enquête avançait, plus les questions se multipliaient. Plusieurs détails ne cadraient pas avec le scénario standard, le lieu de la chute. Les amis ont affirmé que Brandon s'était simplement approché du bord du pont et était tombé soudainement. Mais selon l'évaluation des sauveteurs, les garde-corps étaient suffisamment hauts pour qu'une chute accidentelle sans effort semble peu probable. Aucun bruit ni cri. L'un des témoins a déclaré qu'il n'avait pas entendu Brandon crier, se débattre ou appeler à l'aide. Il y a eu juste un bruit sourd, comme si un corps était tombé dans l'eau, puis le silence. Cette nuit-là, plusieurs personnes ont filmé des stories et pris des photos pour les réseaux sociaux. Sur les dernières images, on voit Brandon debout près de la balustrade, en train de parler et de rire. La vidéo suivante a été tournée après sa disparition, dans un climat de panique et de cris. Il s'est écoulé moins d'1 minute. Tous les objets qu'il pouvait avoir sur lui, sa ceinture, ses chaussures, sa boucle, ses chaussettes imperméables, auraient dû refaire surface, au moins en partie. Mais rien n'a été trouvé. Cela était particulièrement étrange compte tenu des recherches intensives, menées avec des sonars et des filets au cours des premières heures. Un chien pisteur, amené sur le rivage le 3e jour, a trouvé une trace, sur le pont. Elle a longé la balustrade, s'est arrêtée à l'endroit où Brandon serait tombé, puis s'est dirigée vers la forêt, dans la direction opposée au courant. La piste s'est interrompue 300 mètres plus loin, dans un ravin sec et moussu. Malgré tous les efforts déployés, les recherches ont été suspendues au bout de 2 semaines. Le corps n'a jamais refait surface. Les parents ont été informés que Brandon était officiellement considéré comme noyé, son corps étant probablement coincé sous les débris
ou emporté à des dizaines de kilomètres en aval. Mais la mère de Brandon, Caroline, ne croit toujours pas à la thèse de l'accident. Il aimait nager, il connaissait cette rivière, a-t-elle déclaré dans une interview accordée à un journal local. Il ne pouvait pas disparaître comme ça, comme s'il n'avait jamais existé. Il s'est passé quelque chose. Nous ne le saurons jamais, mais quelqu'un connaît la vérité. Son père, Gerald Fitch, a souligné que son fils était de bonne humeur, qu'il ne s'était disputé avec personne et qu'il n'était pas bouleversé. Selon ses amis, il n'avait pas de drogue sur lui et n'avait pas bu d'alcool. Aucun test n'a été effectué, mais les témoins n'ont pas vu de bouteille ni remarqué de comportement suspect. Brandon était irreconnaissable à plusieurs tatouages importants. Les initiales KV sur le poignet, un grand hibou sur l'épaule et une citation biblique I can do all things through him who gives me strength 4.13 sur l'avant-bras gauche. C'est précisément grâce à ces signes distinctifs que ses parents espéraient désormais que son corps serait facilement identifiable s'il refaisait surface. Mais le temps passait et le corps n'était toujours pas retrouvé, ni à Yellowstone, ni dans les lacs en aval, ni dans la zone du barrage, où, en théorie, le corps aurait pu rester coincé. Des rumeurs ont commencé à circuler parmi les habitants de Reef Point. Certains affirmaient que Brandon avait pu être impliqué dans une affaire louche et que sa chute du pont était le résultat d'une bagarre. Mais ses amis, qui étaient présents, ont tous déclaré qu'il n'y avait rien eu de tel. Ils étaient là à quatre. La soirée s'était déroulée tranquillement. Tout le monde s'amusait. D'autres ont supposé que Brandon avait pu sauter de lui-même. Mais ses proches insistent. Rien dans son comportement, ses conversations ou ses messages au cours des dernières semaines n'indiquait un état dépressif. D'autres ont souligné une particularité rare, mais connue de la rivière Yellowstone. À certaines périodes de l'année, elle forme des tourbillons sous-marins qui peuvent aspirer un corps et le maintenir longtemps sous l'eau. Cependant, même dans ce cas, le corps finit par remonter à la surface après plusieurs mois. Des années ont passé depuis la disparition de Brandon et toujours rien. Plus de 6 ans se sont écoulés. La famille de Brandon vit toujours dans la même maison. La chambre de leur fils est restée intacte. Chaque année, le 16 juin, sa mère se rend au bord du fleuve avec un ballon blanc et le lâche dans le ciel, dans l'espoir d'obtenir un jour une réponse. L'affaire a soit été officiellement classée. Le verdict, noyade, corps non retrouvé. Mais l'histoire de Brandon Fitch reste l'une de ces affaires où une explication simple ne semble pas tenir la route face aux faits. Une disparition au milieu d'une claire matinée d'été, sous les yeux de ses amis, dans des conditions difficiles mais pas insurmontables, sans laisser la moindre trace, voilà un cas qui remet en question les limites du normal et du logique. Il existe des endroits où la logique ne fonctionne plus, où des personnes expérimentées commettent des erreurs de débutants et où l'instinct de survie s'évapore comme la brume matinale. La forêt nationale de Custer-Gallatin, dans le Montana, est l'un de ces endroits. En juin 2017, elle a englouti Mike Peterson. Officiellement, sa mort est un accident, mais les faits laissés sur les rives d'un ruisseau glacé racontent une autre histoire. Une histoire qui n'a aucun sens. Mike Peterson n'était pas un touriste occasionnel. Originaire de Bismarck, dans le Dakota du Nord, c'était un randonneur expérimenté qui connaissait bien la région. C'est un détail essentiel qui transforme cette tragédie en mystère. Il connaissait ses sentiers, il en connaissait les dangers. Le 4 juin 2017, il était parti en randonnée en solitaire, emportant avec lui tout le nécessaire pour survivre. Sa petite amie, Bonnie Sanger,
se souvient de lui comme d'un homme qui a perdu la vie dans un accident de randonnée, mais ce qui s'est réellement passé dépasse le simple accident. Il s'est enfoncé dans la région sauvage de Lee Metcalf en empruntant le sentier West Fork Beaver Creek Niro 222. Ce n'est pas un sentier de randonnée, c'est un chemin alpin difficile, connu pour ses dangers, des passages étroits sur des rochers instables et, surtout, de nombreux gués qui, au début de l'été, se transforment en torrents glacés et tumultueux. Cette année-là, l'enneigement était important et la fonte des neiges rendait les torrents particulièrement dangereux. Peterson, qui était expérimenté, le savait. Il était prêt à affronter les difficultés, mais il n'était pas préparé à ce qui l'attendait. Lorsque Peterson ne revint pas, le bureau du shérif du comté de Gallatin lança des recherches à grande échelle. 2 jours plus tard, le matin du 6 juin, son corps fut retrouvé dans l'eau glacée, à environ un demi-kilomètre au sud du confluent des ruisseaux Beaver Creek et West Fork Creek. Le verdict officiel du coroner fut simple, noyade accidentelle, affaire classée. Mais la docene découverte par les sauveteurs criait que les choses n'étaient même pas aussi simples. Sur la rive du ruisseau, près de l'endroit où il était entré dans l'eau, se trouvaient ses affaires. Il avait retiré son sac à dos et son gilet. Mais ce n'était pas le plus étrange. À côté du sac à dos se trouvait de ses principaux moyens de défense dans le pays des Grizzlies. Une bombe lacrymogène et son arme à feu personnelle. Cette action est dépourvue de toute logique. Pourquoi un homme expérimenté, sachant qu'il se trouvait sur le territoire des ours, aurait-il volontairement déposé ses armes? S'il avait l'intention de traverser un ruisseau dangereux, pourquoi aurait-il laissé tout son équipement sur la rive? Sans lui, il aurait gelé de l'autre côté, même s'il avait réussi à traverser. S'il était tombé accidentellement, pourquoi ses affaires avaient-elles été soigneusement retirées et mises de côté? C'est l'anomalie centrale et inexplicable de cette affaire. Cela ne ressemble pas à de la panique. Cela ne ressemble pas à un accident. Cela ressemble à une décision mûrement réfléchie, mais totalement irrationnelle. Comme si, dans les dernières minutes de sa vie, Mike Peterson avait obéi à une autre logique qui lui était étrangère. L'hypothèse de l'hypothermie provoquant une confusion mentale pourrait expliquer pourquoi il a retiré son gilet, un phénomène connu sous le nom de déshabillage paradoxal. Mais elle n'explique pas pourquoi il a rangé son arme de manière si méthodique. Cette action nécessite une lucidité mentale que n'a tout simplement pas une personne en hypothermie. Pour comprendre l'ampleur de cette étrangeté, il faut considérer le tableau d'ensemble. Le grand écosystème de Yellowstone est un cluster bien connu de disparitions inexpliquées, un phénomène étudié dans le cadre du Missing 400 WEMS. Le cas de Peterson n'était pas unique à cette époque. À peine un jour après sa disparition, le 7 juin, un autre touriste, Jeff Murphy, 53 ans, originaire de l'Illinois, a disparu dans la même région. Son corps a été retrouvé le 9 juin. Il avait fait une chute de 150 mètres. 2 touristes expérimentés ont perdu la vie dans le même écosystème en l'espace d'une semaine. Il s'est avéré par la suite que Murphy était à la recherche du trésor de Fenn, un trésor caché dans les montagnes rocheuses, qui avait attiré dans la région de nombreuses personnes obsédées par cette idée risquée. Rien n'indique que Peterson cherchait également le trésor, mais cela ajoute une touche de grande étrangeté aux événements de l'époque. Dans les bois, des gens étaient animés par des objectifs inhabituels, presque insensés. L'affaire Mike Peterson n'est pas l'histoire d'un homme qui s'est noyé. C'est l'histoire de pourquoi il l'a fait. Pourquoi a-t-il renoncé à son expérience, à son équipement et à son instinct de survie? Pourquoi un randonneur expérimenté s'est-il volontairement désarmé au cœur du pays des Grizzlies? Quel était son plan s'il avait laissé tout son équipement sur la rive?
Était-ce le résultat d'une crise mentale soudaine et inexplicable? Ou a-t-il été confronté à quelque chose sur la rive qui l'a poussé à agir contre toute logique? Le rapport officiel est clos. Mais pour ceux qui s'intéressent aux faits, l'histoire est loin d'être terminée. Elle reste une plaie ouverte, un ensemble de données incompatibles. La nature sauvage a pris la vie de Mike Peterson, mais elle a également emporté avec elle les réponses, ne laissant derrière elle qu'un silence glaçant et une vérité simple et troublante. Parfois, dans des endroits sauvages, les gens font des choses comme issues qui défient dans toute explication. Le 8 août 2021, une journée d'été comme les autres dans l'État du Montana a tourné au drame. Randall Scott Crawford, un habitant de Park City, âgé de 42 ans, est parti avec des amis faire du rafting sur la rivière Yellowstone. Personne n'aurait pu imaginer qu'une simple tentative pour stabiliser le radeau sur l'eau allait lui coûter la vie. L'accident s'est produit près du site de pêche de Bratton, un endroit très prisé des touristes et des pêcheurs locaux. Selon le rapport d'incident, Randall essayait de maintenir le radeau près de la rive lorsqu'il a perdu l'équilibre et est tombé à l'eau. Il n'était pas attaché au radeau et ne portait pas de gilet de sauvetage, ce qui a joué un rôle déterminant. Le courant fort a immédiatement emporté l'homme et l'a entraîné en aval. Des témoins ont immédiatement alerté les services de secours, mais les chances de le sauver rapidement étaient actées minces. Au moment de l'accident, le courant était particulièrement fort dans le Yellowstone et l'eau était trouble en raison des pluies de récentes. Cela a considérablement compliqué le travail des équipes de recherche. Les services du shérif des comtés de Sweetgrass, Gallatin, Stillwater et Yellowstone se sont rapidement rendus sur les lieux. Des hélicoptères, des drones, des bateaux et des bénévoles, dont des amis et des membres de la famille de Randall, ont également participé à l'opération. Le shérif du comté de Sweetgrass a souligné que les conditions météorologiques, en particulier les vents violents et la mauvaise visibilité aérienne, ont empêché l'utilisation optimale des moyens aériens. La zone de recherche s'étendait sur près de 10 km en aval de Bratton à la localité de Reed Point. La rivière est sinueuse dans cette région, avec de nombreux îlots, des arbres submergés et des débris, ce qui crée de nombreux endroits isolés où un corps peut rester coincé ou passer inaperçu. Les premiers jours n'ont donné aucun résultat. La famille Crawford est de rester sur place, observant les opérations de sauvetage et participant aux recherches. Chaque soirée se terminait par un espoir désespéré. Peut-être qu'il s'accroche encore quelque part, agrippé à un morceau de bois, attendant. Malheureusement, 5 jours plus tard, le 13 août 2021, le corps de Randall Crawford a été retrouvé près du campement Indian Fort, à environ 6 km en aval de l'endroit où il avait disparu. Les sauveteurs du comté de Yellowstone ont confirmé l'identité de la victime. La mort de Crawford a été reconnue comme un accident dû à l'absence d'équipement de sauvetage et au courant rapide. Il est devenu une nouvelle victime de la rivière Yellowstone, aussi traîtresse que trompeusement belle. Les amis de Randall se souviennent de lui comme d'une personne attentionnée, énergique et très gentille. Il passait beaucoup de temps dans la nature, aimait la rivière et en connaissait les particularités. Mais ce jour-là, une simple erreur. L'absence de gilet de sauvetage et la tentative de contrôler le radeau à la main lui a été fatale. Après l'accident, les autorités locales ont une nouvelle fois rappelé l'importance d'utiliser des équipements de sauvetage individuels lors de toute activité nautique. Même les personnes expérimentées et familiarisées avec les conditions ne sont pas à l'abri de l'imprévisibilité de la rivière. Selon les sauveteurs, dans les 30 premières secondes suivant la chute, le corps de Randall aurait pu être entraîné sous l'eau
et projetée à des dizaines de mètres du rivage. La famille de l'homme a remercié tous les services et les bénévoles qui ont participé aux leurs recherches et a exprimé l'espoir que la tragédie de Randall servira de rappel à d'autres sur l'importance de la prudence, de la préparation et du respect des éléments naturels. La nature ne tue pas toujours. Parfois, elle emporte simplement, sans laisser de traces, sans explication. Et plus nous essayons de comprendre ces disparitions, plus une chose devient claire. Certaines de nos questions sont mieux laissées sans réponse. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires. Écrivez-nous dans les commentaires, lequel de ces cas vous a semblé le plus inexplicable. À bientôt dans la prochaine vidéo. Soyez prudents, surtout là où le silence semble trop profond. Yellowstone est l'un des endroits les plus beaux et les plus mystérieux de la planète. Chaque année, des millions de touristes s'y rendent pour admirer les geysers, les champs volcaniques et les paysages incroyables. Mais tous ne rentrent pas chez eux. Cette vidéo présente 3 cas réels de disparition qui n'ont toujours pas été élucidés. Une jeune touriste disparaît dans une rivière peu profonde, sous les yeux de ses amis. Un voyageur expérimenté laisse des traces parfaites qui ne mènent nulle part. Et une tente qui a brûlé à l'extérieur, mais qui est restée intacte à l'intérieur, comme protégée par une force invisible. Ce ne sont pas des légendes, ni des inventions, ni le scénario d'un film. Ce sont des documents officiels des services du parc et des témoignages d'eyewitness. Certains en sont convaincus. À Yellowstone, il y a des endroits où quelque chose nous observe. Au cours de l'été 1990, un incident s'est produit dans le parc national de Yellowstone qui soulève encore aujourd'hui des questions chez les enquêteurs, les employés du parc et les chercheurs spécialisés dans les disparitions anormales. Au cœur de l'affaire se trouve la disparition d'une touriste de 24 ans nommée Rebecca Ann Martin, originaire de Boise, dans l'État de l'Idaho. Rebecca était venue à Yellowstone avec 2 amis pour un court séjour dans l'ouest des États-Unis. Elles avaient prévu de s'arrêter au camping Madison, de parcourir plusieurs sentiers populaires et, selon leurs amis, de se reposer de la ville et du bruit. L'incident s'est produit le 23 juin, vers 13h30. Le groupe longeait la rive de la Gibbon River, une section connue pour son cours pittoresque, ses larges bras peu profonds et ses berges de sable fin. C'était l'un de ces endroits où les touristes s'arrêtent souvent pour manger un morceau ou prendre des photos de la rivière. Les témoignages des 2 amis de Rebecca, qui ont ensuite été interrogés par les employés du parc, concordaient sur les points essentiels. Les jeunes filles ont raconté que Rebecca, ayant aperçu un scarabée aux couleurs vives sur la rive, avait décidé de s'approcher de l'eau. Elle s'est dirigée seule vers la rivière, disant qu'elle voulait se laver les mains et regarder l'eau. Cela s'est produit à littéralement 10 mètres de l'endroit où le groupe s'était arrêté. Les 2 témoins ont affirmé que Rebecca marchait lentement, calmement, qu'elle portait un t-shirt clair, un short et des lunettes de soleil. 1 minute plus tard, selon elles l'ont appelée, mais elle n'a pas répondu. Lorsqu'elles se sont approchées, elle avait disparu. Le rivage était dégagé à cet endroit, sans buissons ni arbres, et la visibilité était bonne sur plusieurs dizaines de mètres. L'endroit où se tenait Rebecca était visible depuis le sentier. Cependant, sa disparition s'est produite en l'espace de 30 à 60 secondes, alors qu'aucune des filles ne regardait dans sa direction. Pas de splash, pas de cris, pas de traces de lutte, rien. Au début,
Ses amis devions penser que Rebecca était simplement entrée dans l'eau ou s'était cachée derrière un rocher, mais après avoir inspecté la rive et les buissons les plus proches, elles ont compris qu'elle n'était nulle part. La panique a commencé quelques minutes plus tard. À ce moment-là, d'autres touristes se trouvaient à proximité. Plusieurs familles, avec des enfants, des couples âgés, qui ont également confirmé avoir vu la jeune femme s'approcher de la rivière, mais personne n'avait remarqué sa disparition. Après 20 minutes de recherches infructueuses, les amis de Rebecca se sont rendus au parking, où se trouvait un téléphone fixe, et ont appelé les Rangers. Les employés du parc sont arrivés sur place et la première phase de l'opération de recherche et de sauvetage a commencé. Les berges ont immédiatement été inspectées dans un rayon de 200 mètres. Au bord de l'eau, ils ont trouvé des traces fraîches de pieds nus, correspondant à la pointure de Rebecca. Les traces les menaient directement à l'eau, mais ne revenaient pas. Ce qui était étrange, c'est que le fond était peu profond à cet endroit. L'eau était claire et il n'y avait pas de courant. Le garde forestier de service, Peter Holman, a indiqué plus tard dans son rapport que l'eau arrivait à peine à voler hauteur des genoux d'un adulte et que le fond était visible à plus d'un demi-mètre de profondeur. Une immersion ou une noyade à cet endroit semblait extrêmement improbable. Néanmoins, par mesure de précaution, des plongeurs ont été appelés. Le soir même, une opération de recherche à grande échelle a été lancée. Les plongeurs ont inspecté la rivière dans un rayon de 300 mètres en amont et en aval. Des équipes de garde avec des chiens ont ratissé la forêt. L'interrogation des autres touristes n'a donné aucun résultat. Personne n'avait vu quelqu'un s'approcher de Rebecca ou l'éloigner du sentier. Aucun individu suspect, aucune voiture, ni aucun trouble de l'ordre public n'ont été signalés. Tout semblait indiquer que la jeune fille avait littéralement disparu dans un endroit désert, près d'une rive peu profonde, au milieu de dizaines de vacanciers. Les employés du parc et les enquêteurs n'ont pas exclu la possibilité que Rebecca ait perdu connaissance et remonté le courant, désorientée. Cependant, après 24 heures, aucune trace, aucun effet personnel, ni aucun indice n'ont été trouvés. Les recherches se sont poursuivies pendant 3 jours supplémentaires. Le 3e jour, dans l'après-midi, un seul élément étrange est apparu. À environ 2 km en amont, à la jonction de 2 branches, à environ 2 mètres du sol, des lunettes de soleil ont été trouvées. Il s'agissait bien des lunettes que portait Rebecca. Ses amis les ont reconnues et ses parents l'ont confirmé. Les lunettes étaient posées là soigneusement, comme si quelqu'un les avait placées là intentionnellement. Il n'y avait aucune trace, aucun déchet, aucun morceau de vêtement à proximité. Il n'y avait pas de courant violent dans cette zone et l'eau n'aurait pas pu emporter les lunettes à une telle hauteur, d'autant plus dans la direction opposée au courant. Une expertise a été réalisée sur place. Aucune empreinte digitale ni aucune autre trace n'ont été trouvées. Les lunettes n'étaient pas endommagées, ni brûlées, ni lavées par l'eau. Les employés du parc n'ont pas pu expliquer comment elles se sont retrouvées dans cette position. Cet épisode a été la dernière découverte importante dans l'affaire. Après la découverte des lunettes, les recherches pour retrouver Rebecca Martin se sont poursuivies pendant 6 jours, mais elles n'ont donné aucun résultat. Le terrain a été fouillé à la main, des chiens spécialement dressés ont été utilisés et des renforts ont été appelés dans les districts voisins. Cependant, aucun fragment de vêtement, aucune trace de chaussure, ni aucun autre indice permettant de penser que la jeune fille s'était trouvée à cet endroit n'ont été trouvés. La découverte des lunettes a soulevé plus de questions qu'elle n'a apporté de réponses. Les experts ont exclu que l'objet ait pu être déposé là par des animaux. Les branches étaient trop fines pour qu'un coyote ou un raton laveur, par exemple, puisse y grimper. En même temps, les lunettes étaient soigneusement posées à la fourche des branches,
comme si quelqu'un les avait retirés et placés là intentionnellement. Il n'y avait aucune trace, aucun buisson cassé, ni aucune herbe écrasée en dessous. On aurait dit que l'objet s'était retrouvé là, sans intervention physique, comme s'il avait été déplacé, ce qui ne cadrait avec aucune version officielle. Les habitants de la région de Gallatin, où se trouve une partie du parc de Yellowstone, se souvenaient également que quelques années avant la disparition de Rebecca, des incidents étranges s'étaient produits dans la même région. Dans un cas, en 1982, un homme a signalé que sa fille avait disparu pendant plusieurs heures, alors qu'elle pêchait, puis avait été retrouvée dans la forêt, sur une souche, à 5 km de la rive, sans blessure, mais complètement silencieuse. Dans un autre cas, en 1987, un guide touristique a déclaré avoir entendu des voix provenant de la rive opposée, alors que, selon lui, il n'y avait personne. Cependant, aucun lien direct avec l'affaire Martin n'a été établi et ces cas sont restés au stade d'histoire non confirmée. Au 16e jour des recherches, les services du parc ont officiellement mis fin à l'opération. Dans les rapports, la cause de la disparition a été indiquée comme étant une mort probable par noyade accidentelle suivie d'un emportement du corps par le courant. Cependant, même le document précisait que le courant dans la zone de la disparition était faible, que le fond était dégagé et qu'aucun expert ne comprenait comment une personne avait pu disparaître sans laisser de traces avec un tel niveau d'eau. À ce moment-là, des dizaines d'objets appartenant à d'autres touristes avaient été repêchés, des bouteilles ou des jouets pour enfants. Mais aucun objet pouvant appartenir à Rebecca n'avait été retrouvé, à l'exception de ses lunettes, trouvées loin du rivage. Parmi les anciens employés du parc qui discutaient de cette affaire, l'idée de points anormaux revenait de plus en plus souvent. Certains d'entre eux liaient dans la disparition à une instabilité géomagnétique, d'autres à des micro-affaissements soudains du sol qui auraient bien pu aspirer une personne. Il y avait même des hypothèses sur l'existence de ruptures dans la perception de l'espace, un terme plus courant dans la littérature ufologique que dans les publications géologiques. Aucune de ces versions n'a été officiellement reconnue. Cependant, l'essentiel restait le même. Une femme de 24 ans avait disparu par une journée claire sur une rive ouverte, devant des dizaines de témoins, et personne ne l'avait revue depuis. Les parents de Rebecca ont tenté pendant plusieurs années de faire rouvrir l'enquête. En 1994, ils ont publié une lettre ouverte dans un journal régional de l'État, dans laquelle ils décrivaient les détails de l'affaire et s'adressaient à d'éventuels témoins qui se trouvaient à Yellowstone ce jour-là. Ils n'ont reçu aucune réponse. En 1996, elle a été officiellement déclarée morte. L'endroit près de la rive de la Gibbon River, où les traces ont été trouvées, est devenu un mémorial improvisé. Au fil des ans, les amis de Rebecca et les touristes qui avaient entendu parler de sa disparition s'y sont rendus. À l'automne 1994, une disparition qui soulève encore aujourd'hui de nombreuses questions chez ceux qui connaissent les détails de l'affaire, s'est produite dans le parc national de Yellowstone. Robert King, un touriste de 30 ans originaire de l'Oregon, a disparu dans la région du bassin géothermique de Norris, ne laissant derrière lui qu'une série d'empreintes parfaites qui ne menaient nulle part. Au moment de sa disparition, Robert King était un voyageur expérimenté qui avait visité à plusieurs reprises les parcs nationaux du nord-ouest des États-Unis. Il travaillait comme technicien en électricité, mais passait son temps libre à faire des randonnées en solitaire et était passionné par l'étude des zones géothermiques. Ses collègues le décrivaient comme une personne équilibrée et rationnelle, peu encline à l'impulsivité ou à l'imprudence. Robert
planifiait minutieusement chaque voyage, prévenait toujours ses proches et notait son itinéraire. Il était attiré par Yellowstone, en particulier la région de Norris, connue pour ses cratères de vapeur, ses geysers instables et ses fosses sulfureuses. Il est arrivé au parc le vendredi 21 octobre 1943, s'est installé dans un motel bon marché à West Yellowstone et a informé sa sœur par téléphone qu'il prévoyait une petite promenade dans la région de Norris Geyser Basin. Il n'avait pas l'intention de s'aventurer dans la zone sauvage et avait promis de revenir dans la soirée. Ce soir-là, il n'a pas donné signe de vie. Le lendemain, le personnel du motel a remarqué que Robert n'avait pas passé la nuit à l'hôtel. Sa voiture, une Ford Bronco verte, était restée sur le parking à l'entrée nord de Norris. L'alarme n'avait pas été déclenchée. La police n'a été officiellement informée de sa disparition que 24 heures plus tard, lorsque sa sœur, incapable de le joindre, a contacté l'administration du parc. Les premières équipes hommes de rangers et de bénévoles sont arrivées à Norris dimanche matin. Robert ne s'était pas inscrit sur des itinéraires difficiles et n'avait laissé aucune note ni indication sur sa destination. Cependant, peu après, ses traces ont été découvertes près d'une des entrées latérales de la zone touristique, et elle n'était pas seule. Sur une partie humide du sol, près d'un champ de vapeur, la patrouille a découvert une série d'empreintes parfaitement nettes. Elles avaient été laissées par une paire de chaussures lourdes, dont la taille et la forme correspondaient exactement à celles que Robert portait selon ses proches. Les empreintes étaient lianes fraîches et facilement visibles sur le sol volcanique humide. Elles allaient toutes dans la même direction, vers le sud-est, vers une grande source bouillante appelée Whispering Pool, connue pour sa température instable et le risque élevé d'effondrement du sol. Mais ce qui était le plus inquiétant, c'était la nature des traces. Elles ne déviaient de pas d'un centimètre. Il y avait une distance régulière entre chaque pas. Pas un seul arrêt, pas de traces de rotation de la tête, pas de traces d'hésitation ou de trébuchement, comme si la personne était sous le contrôle de quelqu'un ou en état de transe. Même les pisteurs professionnels ont noté cette démarche anormalement rectiligne. Les traces menaient presque jusqu'au bord de la source, où l'eau bouillante dégageait une forte odeur de soufre. Sur la dernière partie, elle se perdait dans la vapeur qui s'élevait de la surface de l'eau et s'interrompait soudainement. Pas de traces de pas en arrière, pas de traces de chute, pas de traces de glissade, comme si l'homme s'était simplement évaporé dans les airs à 10 mètres de l'eau. La zone autour de la source a été minutieusement inspectée. Aucun morceau de vêtement, aucun sac à dos, aucune carte et encore moins de corps n'ont été trouvés. Pendant plusieurs heures, les agents de service, aidés par les équipes de recherche et de sauvetage, ont ratissé tout le champ, mais en vain. Ils ne comprenaient pas où l'homme avait pu passer, alors qu'ils avaient devant eux des empreintes nettes et régulières qui s'interrompaient sans suite logique. Au départ, la version officielle était qu'il était tombé dans la source bouillante. Cependant, des difficultés sont apparues. Premièrement, Robert ne s'était pas approché de l'eau. Entre la dernière empreinte et le bord de la source, il restait près de 10 mètres d'espace libre. Deuxièmement, il n'y avait aucune trace menant de cet endroit à l'eau. Aucune trace de glissade, aucun indice laissant penser qu'il aurait pu trébucher. De plus, l'eau était entourée d'une croûte fragile, susceptible de s'effondrer sous le poids d'une personne, mais elle était intacte. L'ingénieur chimiste qui a participé à l'expertise a déclaré que même en cas de chute instantanée dans la source, la densité des tissus et des os n'aurait pas permis au corps de se dissoudre sans laisser de traces en si peu de temps. La température de l'eau était en moyenne de plus 188 degrés, ce qui n'est pas suffisant pour détruire instantanément un corps sans laisser de traces. Dans de tels cas, selon l'expert, il reste au moins des lambeaux de tissu, de la graisse, des cheveux ou des fragments de chaussures. Mais ici,
on n'a rien trouvé du tout. De plus, le chien de recherche utilisé un jour après la disparition se comportait de manière étrange. Il suivait les traces avec assurance, mais, arrivé au bout de la piste, il s'est arrêté brusquement et a commencé à tirer sur sa laisse, tournant en rond au même endroit. À un moment donné, elle a refusé d'avancer et s'est mise à gémir. L'un des rangers l'a noté dans son rapport. Le chien suivait la piste avec assurance, mais à l'endroit où elle s'arrêtait, il réagissait comme s'il y avait un obstacle invisible. Son comportement était inhabituel. Les recherches se sont poursuivies pendant une semaine. Des bénévoles et des touristes ont été mobilisés. Non seulement la région de Norris a été fouillée, mais aussi les zones boisées environnantes, les cavités rocheuses et même les passages techniques menant à des réservoirs souterrains. Mais Robert King n'a jamais été retrouvé. Après la première semaine de recherche, la disparition de Robert King est devenue un sujet de discussion non seulement parmi les employés de Yellowstone, mais aussi dans des cercles plus larges, en particulier parmi ceux qui s'intéressaient aux disparitions anormales dans les zones protégées. Bien que le Service national des parcs ait officiellement retenu la thèse de l'accident ou du suicide, des doutes ont commencé à surgir au sein de l'équipe de recherche et parmi les gardes forestiers locaux. Le facteur clé qui suscitait l'inquiétude restait la ligne droite anormale des traces. L'un des pisteurs les plus expérimentés, qui travaillait dans le parc depuis plus de 20 ans, a déclaré dans une interview à un journal local « J'ai vu des dizaines de cas où des touristes se sont perdus, sont tombés, se sont blessés ou sont morts. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un marcher en ligne droite, comme avec une règle, vers un endroit où il ne devait manifestement pas se trouver, et disparaître sans laisser de traces. Cela ne ressemble ni à un accident, ni à une perte d'orientation, c'est autre chose. » De plus, au 4e jour des recherches, les sauveteurs ont découvert un autre détail. À environ 100 mètres de la dernière trace, déjà dans une zone boisée, derrière le champ géothermique, ils ont trouvé une parcelle de terre avec de l'herbe brûlée, en forme de cercle d'environ 1,5 mètre de diamètre. Le centre était complètement sec, sans végétation, avec un sol carbonisé, mais sans trace d'incendie. L'analyse a montré que la température du sol à cet endroit était supérieure à la normale, alors qu'à ce moment-là, le temps était frais dans la région et le soleil ne se montrait presque pas. Cet endroit n'avait aucun rapport logique avec l'itinéraire de Robert et, selon les géologues, aucune des fissures géothermiques connues ne passait par là. Certains employés du parc ont avoué plus tard avoir demandé de ne pas mentionner cet endroit dans les rapports afin de ne pas alimenter les rumeurs. La version officielle de la disparition de Robert King était qu'il aurait pu tomber dans une source bouillante, mais cette hypothèse a rapidement été remise en question. Les traces trouvées sur place étaient parfaitement rectilignes et s'arrêtaient à environ 10 mètres du bord, sans aucun signe de chute ou de lutte. Il n'y avait ni dommage d'ollie à la surface, ni traces de trébuchement, ni même de déplacement de terre. L'hypothèse selon laquelle il aurait pu partir volontairement n'a pas non plus été confirmée. Toutes comme ses affaires, y compris ses papiers, étaient restées dans la voiture et les caméras à l'entrée et à la sortie ne l'avaient pas filmé. L'idée d'un éventuel effondrement géothermique s'est avérée peu probable. Le sol était intact et les capteurs sismiques n'avaient enregistré aucun changement. Finalement, certains participants aux recherches ont commencé à pencher pour l'hypothèse d'une disparition inexplicable par des moyens habituels, rares mais pas uniques dans des endroits comme Yellowstone. Le parc national de Yellowstone a connu de nombreux incidents étranges au cours de son histoire, mais celui qui s'est produit au lac Shoshone le 20 juin 1983 reste l'un des plus mystérieux. Roger Tillman,
un habitant de Bozeman, dans le Montana, âgé de 35 ans, était un randonneur expérimenté. Il s'était rendu à plusieurs reprises dans des régions de haute montagne et connaissait très bien les lieux. Selon les notes de son journal, il avait décidé cette année-là de passer une semaine en solo le long de la rive nord-ouest du lac Shoshone. Il avait enregistré son itinéraire au bureau des gardes forestiers du parc et avait indiqué qu'il prévoyait de camper dans une zone isolée à l'extrémité ouest du lac où peu de gens s'aventurent en raison de l'accès difficile et de la végétation dense. Le matin du 20 juin, il a été vu par d'autres touristes, un couple qui empruntait l'un des sentiers traversant le versant nord. Ils ont raconté que Roger marchait avec un sac à dos et leur avait fait signe de la main avant de bifurquer vers la forêt menant au lac. Ce fut la dernière observation visuelle confirmée. Le lendemain, le 21 juin, un autre touriste, Edward Howell, a signalé aux gardes forestiers la découverte d'une tente brûlée près du rivage. Selon lui, la tente semblait avoir été brûlée à l'extérieur, mais sans signe évident de propagation du feu à l'intérieur. Il n'a trouvé ni personne, ni trace de présence humaine, ni odeur de brûlé à proximité. Seule une zone étrange et arrondie autour de la tente semblait avoir été touchée par une sorte d'onde de choc. Edward a remarqué qu'il n'y avait ni cendre, ni charbon, ni même de suie, seulement des fibres noires provenant du tissu extérieur et une atmosphère anormalement calme autour. Les Rangers arrivèrent sur place quelques heures plus tard. À l'intérieur de la tente, ils trouvèrent un sac de couchage soigneusement roulé, un carnet avec des notes, une carte topographique, une boussole et une lampe de poche. Tout était en parfait état. Même la bouteille d'eau en plastique n'avait pas fondu. L'anomalie était évidente. L'extérieur de la tente était carbonisé et craquelé, tandis que l'intérieur semblait protégé par une cloche de verre. Aucune trace n'a été trouvée à proximité. Le sable au bord de l'eau était propre. Le sol autour n'était pas piétiné. La seule particularité était ce cercle fumant d'environ 3,5 mètres de diamètre, s'enfonçant dans la mousse de la forêt et en partie dans le gravier de la rive. Visuellement, cela ressemblait aux effets d'une exposition thermique, mais les Rangers ne disposaient pas de caméras thermiques et le niveau de radiation mesuré par un dosimètre portable était normal. Roger Tillman n'était ni dans la tente ni à proximité. Dans son portefeuille, trouvé à l'intérieur, il y avait des documents, son permis de conduire et un peu d'argent liquide. Son sac à dos était posé près d'un arbre à 3 mètres de là, également intact. Dans son journal, ouvert à la dernière page datée du 19 juin, Roger avait écrit « La nuit a été calme. J'ai entendu un bourdonnement dans l'air qui ne ressemblait pas à celui des insectes. Je ne sais pas ce que c'était. Je me suis couché. Demain, je prévois d'explorer la pointe sud. » C'est là que le journal s'arrête. Les recherches ont duré 8 jours. Aucune nouvelle trace, aucun corps, aucun vêtement, ni aucun reste n'ont été retrouvés. Il n'y avait aucune trace de Roger nulle part. On aurait dit qu'il avait simplement disparu, laissant derrière lui un campement bien rangé avec une tente carbonisée. Les rapports des services des parcs nationaux ont finalement classé l'incident comme « disparition dans des circonstances inexpliquées ». L'expression « possible influence d'une source de chaleur inconnue » a été mentionnée, mais exclue du rapport final comme étant spéculative. Roger Tillman n'a jamais été retrouvé, ni vivant ni mort. C'est tout pour aujourd'hui. Si cela vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche. D'autres histoires réelles qui sortent même de l'ordinaire vous attendent. À bientôt dans le prochain épisode et soyez prudents, surtout dans les endroits où le silence semble trop bruyant.